On s'est tous déjà posé la question, n'est-ce pas? Pourquoi on agit comme on le fait? Pourquoi on rêve, on tombe amoureux ou pourquoi on ressent de la peur? Eh bien, cette quête pour comprendre le comportement humain, c'est vraiment le cœur de la psychologie. Aujourd'hui, on va explorer son histoire. Et c'est une histoire absolument fascinante. Un vrai voyage qui va nous emmener des temples grecs jusqu'aux laboratoires les plus modernes. La grande question, au fond, c'est celle-ci. Comment est-ce qu'on est passé de l'étude de l'âme, un concept quasi mystique, à une science super rigoureuse, capable de mesurer nos réflexes à la milliseconde près? C'est justement cette transformation incroyable qu'on va décortiquer ensemble. Alors, pour un instant, on oublie les divans et les blouses blanches, parce que les toutes premières bases de la psychologie, elles n'ont pas été posées dans un labo, mais bien sur les places publiques de la Grèce antique, au cœur des grands débats philosophiques. Commençons par le tout début, l'ère qu'on pourrait appeler pré-scientifique. C'est une époque où la psychologie en tant que telle n'existe pas encore, et où tout tourne autour de deux grandes notions, l'âme et l'esprit. Et c'est là qu'on observe un premier grand changement de perspective. D'un côté, on a les penseurs grecs, comme Platon, qui se focalisent sur la nature assez abstraite, presque immortelle, de l'âme. Et puis, des siècles plus tard, notamment pendant l'âge d'or islamique, le débat glisse vers une question beaucoup plus concrète. Au fond, comment notre esprit interagit avec notre corps physique? Tous ces penseurs, ce sont eux qui ont posé les fondations. On a les Grecs qui se demandaient déjà comment nos pensées pouvaient bien façonner nos actions. Et puis, on a des savants qui étaient incroyablement en avance sur leur temps, comme Ibn Sina. Il avait déjà compris, bien avant la médecine moderne, que le moral, l'état psychologique d'un patient, pouvait aggraver sa maladie. En fait, il jetait les bases de ce qu'on appellera bien plus tard la médecine psychosomatique. Et puis, un vrai vent de changement se met à souffler sur l'Europe. C'est la révolution scientifique. La psychologie, qui était jusqu'alors une sorte de cousine de la philosophie, va devoir choisir son camp. Ce qui est fascinant quand on regarde cette chronologie, c'est le décalage. Pendant que la physique et la biologie se jettent sur la méthode expérimentale et deviennent des sciences à part entière, eh bien la psychologie, elle, reste un peu sur le banc de touche. Elle est encore considérée comme une simple branche de la philosophie qui se base sur des idées, de la spéculation, mais pas encore vraiment sur de l'expérimentation. Et c'est là que Descartes arrive avec une idée qui va absolument tout changer. En fait, il compare le corps humain à une machine. Et ça, pour l'époque, c'est radical. Il suggère que nos actions ne sont peut-être pas dictées par des forces mystiques ou divines, mais plutôt par des mécanismes biologiques qu'on peut observer. Et là, la porte était grande ouverte. On arrive maintenant au grand tournant de notre histoire. Le moment précis où la psychologie va naître officiellement, en tant que discipline scientifique bien distincte. Retenez bien cette date, 1879. On peut dire que c'est l'an zéro de la psychologie scientifique. Alors pourquoi cette date est si importante? Parce que c'est à ce moment-là que Wilhelm Wundt, en Allemagne, fonde le tout premier laboratoire entièrement dédié à l'étude expérimentale de la psychologie. C'est un tournant majeur. Pour la première fois, on ne se contente plus de débattre des idées, on va les tester. Mais concrètement, comment est-ce qu'il menait ces expériences? Sa méthode principale, c'était ce qu'on appelle l'introspection analytique. Imaginez un peu le truc. Il demandait à une personne de décrire, mais alors dans les moindres détails, son expérience intérieure au moment où elle entendait un son. Il ne fallait pas juste dire « j'ai entendu une cloche ». Non, il fallait tout décomposer. La tonalité, la surprise, l'image qui vient à l'esprit. En fait, l'idée, c'était de cartographier la conscience un peu comme un chimiste analyse une molécule. Wundt a donc posé la toute première pierre, mais il n'a pas bâti la maison tout seul. Presque au même moment, deux autres géants intellectuels vont eux aussi profondément transformer cette science toute neuve. C'est intéressant de voir comment ces trois perspectives s'emboîtent. D'un côté, on a Wundt qui s'intéresse à la partie visible de l'iceberg, notre conscience. De l'autre, Darwin qui nous rappelle que tout notre être, y compris notre esprit, est le fruit de l'évolution. Et puis arrive Freud qui lance un énorme pavé dans la mare en affirmant que l'essentiel de notre vie mentale n'est même pas visible, il est inconscient. Avec toutes ces théories très différentes qui s'affrontent, la psychologie va connaître une nouvelle révolution. Face au côté très subjectif de la conscience et de l'inconscient, une nouvelle génération de chercheurs va se mettre à exiger les preuves, du concret, du mesurable. La méthode de Wundt, l'introspection, a commencé à être critiquée pour son manque d'objectivité. Comment vérifier ce que quelqu'un ressent vraiment à l'intérieur? Pour beaucoup, la solution était simple. Si on ne peut pas le voir ou le mesurer, alors on ne peut pas l'étudier scientifiquement. L'attention a donc commencé à se déplacer de l'intérieur vers l'extérieur.
Cette citation, elle est géniale parce qu'elle résume parfaitement tout notre voyage jusqu'ici. C'est une formule vraiment percutante qui retrace cette longue marche de la psychologie, de la spéculation philosophique à la science de l'observation. Et cette progression, elle est fascinante. On part de l'âme, qui est immatérielle, puis on passe à l'esprit, ensuite à la conscience subjective, pour finalement se concentrer sur ce qui est observable, le comportement. En réalité, chaque étape est une tentative de rendre l'étude de l'humain plus objective, plus rigoureuse, plus scientifique tout simplement. Mais une fois devenue une science, la psychologie n'est pas restée un bloc unique. Le domaine a littéralement éclaté en plusieurs écoles qui étaient en compétition. Le behaviorisme, par exemple, affirmait que seule l'étude du comportement observable était scientifique et que l'esprit était une sorte de boîte noire impénétrable. La psychanalyse, à l'exact opposé, plongeait dans les profondeurs de l'inconscient. Chaque école proposait en fait une carte différente pour explorer le territoire si complexe de l'esprit humain. Et aujourd'hui, cette diversité est devenue la norme. La psychologie, c'est un champ immense qui va de la recherche fondamentale, par exemple un neuroscientifique qui étudie comment notre cerveau traite la peur, à des domaines très appliqués. C'est la psychologie qui peut aider un enfant à surmonter ses difficultés d'apprentissage ou qui aide une entreprise à améliorer le bien-être de ses employés. Alors, au terme de cette exploration, une question reste ouverte. Après avoir étudié l'âme, l'esprit, la conscience et le comportement, quelle sera la prochaine grande frontière pour la psychologie dans sa quête sans fin pour comprendre ce que ça signifie au fond d'être humain ?